Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on vous propose la toute première vidéo qui concerne les vérifications intérieures et extérieures réalisées sur une R5 électrique. Suivez-nous. Alors les feux, pour commencer, il va falloir mettre le contact pour avoir de l'électricité. Ensuite, on a le commodo gauche. Par défaut, on est sur automatique. Pour les feux de position, on va descendre en bas, feu de position, et on a le voyant au tableau de bord. À quelle distance mes feux de position sont-ils visibles par temps clair? Ils sont visibles à 150 mètres. Ils rendent visible mon véhicule à 150 mètres. Feu de croisement, on va monter vers le haut et on aura bien le voyant des feux de croisement au tableau de bord. Pour les feux de croisement, quelle peut être la conséquence en cas de panne d'un feu de croisement? Conséquence, je peux être confondu avec un deux roues par exemple, ou bien j'ai une mauvaise visibilité. Pour activer les feux de brouillard, il n'y aura que des feux de brouillard arrière sur ce véhicule, comme sur beaucoup de voitures aujourd'hui. On n'a plus de feux de brouillard à l'avant. On va passer en feu de croisement dans un premier temps, c'est obligatoire quand il y a du brouillard. Et puis ensuite, on va venir chercher la molette du milieu ici, et donc on va descendre vers le bas. On va pouvoir confirmer que les feux de brouillard sont bien allumés grâce au voyant ici. Pour les enlever, même chose, on redescend vers le bas, et c'est terminé. Pour le feu de brouillard arrière. Alors le feu de brouillard arrière, il est utile de l'utiliser en cas de brouillard, de neige, mais il est interdit d'utiliser en cas de pluie pour ne pas éblouir les autres usagers à l'arrière. Pour allumer les feux de route sur le véhicule, il faudra d'abord passer en feu de croisement comme ceci, puis ensuite on pousse la manette vers le tableau de bord une fois et les feux de route sont activés. On peut voir le voyant au tableau de bord ici. Pour les enlever, il suffira de rappuyer de la même manière sur la commande. Si je tire la commande vers moi plusieurs fois, ça me permet de faire des appels de phare, des appels de feu, signal d'appel lumineux. Les feux de route, si je dois citer un cas d'appel lumineux, je peux dire par exemple que je veux prévenir en cas de danger l'usager qui arrive en face de moi. Ou alors que je veux prévenir de mon arrivée, ou alors je peux aussi faire un appel lumineux à quelqu'un qui sera en plein phare, en feu de route en face de moi et qui m'éblouit. Donc je fais un appel lumineux. Alors une fois que j'ai allumé les feux, j'ai bien mon voyant au tableau de bord, je vais pouvoir aller vérifier à l'extérieur ce que l'inspecteur m'a demandé. Donc il me demande de vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement. L'état, c'est si le phare est cassé ou pas. La propreté, c'est si c'est sale ou propre, la vitre. Et fonctionnement, c'est si l'ampoule fonctionne ou pas, tout simplement. Donc là, je vais pouvoir aller sortir à l'extérieur, on va faire ça ensemble. Donc on va vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Donc on regarde tout simplement chaque feu individuellement. Voilà, et on peut faire la conclusion auprès de l'inspecteur que le feu est en bon état, il est propre et il fonctionne. Et ce constat doit être fait pour tous les feux, état, propreté, fonctionnement. Attention, pour les feux de position, il faudra bien les vérifier les feux qui sont à l'arrière aussi, à l'avant et à l'arrière. Pour les feux de recul, on va avoir besoin de l'assistance de l'accompagnateur, comme pour les freins. À ce moment-là, c'est l'accompagnateur qui passera devant et qui va donc allumer les feux de recul. Donc pour ça, il va démarrer le moteur du véhicule électrique et on va pouvoir avoir les différentes positions au tableau de bord. On va passer en marche arrière. À ce moment-là, les feux sont allumés à l'arrière et du coup, l'élève et l'inspecteur peuvent aller vérifier ensemble à l'arrière pendant que l'enseignant est au volant et s'occupe des feux. Voilà. Les feux de recul. Les feux de recul ont deux utilités. Un, ils permettent d'éclairer la zone où je recule, et deux, ils permettent de signifier aux autres usagers que je suis en train de reculer. Pour les freins, ce sera la même chose. Je vais appuyer sur mes freins, donc ça va déclencher les lumières à l'arrière. Et donc pour cela, c'est l'enseignant qui m'accompagne qui va appuyer sur mes freins, et moi je serai derrière avec l'inspecteur pour vérifier le fonctionnement des freins. État, propreté, fonctionnement, comme pour tous les autres feux. Pour les feux stop, la conséquence en cas de panne de feu stop, tout simplement, les autres usagers derrière moi ne verront pas que je freine et je peux me faire rentrer dedans, donc accident. On peut être amené à contrôler aussi l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants, côté trottoir ou côté route, ou alors l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse. Donc pour cela, soit on actionne le clignotant côté qui nous intéresse, ou alors carrément on peut actionner les feux de détresse et on est sûr de faire fonctionner tous les clignotants. Ensuite on sort du véhicule. Pour les clignotants, bien vérifier le clignotant avant, le répétiteur latéral ici et le clignotant à l'arrière. Pour les feux de détresse, on devra faire tour de tout le véhicule
en vérifiant chaque ampoule à chaque fois. Pour les clignotants, la signification d'un clignotement plus rapide de l'ampoule, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau d'une ampoule, à l'avant ou à l'arrière, ou bien un dysfonctionnement du système électrique tout simplement. Les feux de détresse. Les feux de détresse, on a 3 cas d'utilisation des feux de détresse, vous les connaissez? Panne, accident, fort ralentissement ou bouchon. Mais pas pour aller chercher ma baguette à la boulangerie. Pour les feux de plaque à l'arrière, il faudra au minimum être en feu de position, donc on peut les actionner, ou alors en feu de croisement, comme ça on est tranquille. Et ensuite on va vérifier à l'extérieur. Alors, les ampoules se situent juste au-dessus de la plaque là, donc on peut mettre sa main en dessous pour voir s'il y a de la lumière, sinon on se baisse et on regarde si les ampoules fonctionnent. Ici c'est tout bon. Concernant le feu de plaque à l'arrière du véhicule, un défaut d'éclairage, c'est-à-dire si l'ampoule ne marche pas, est-ce que je peux avoir une contre-visite? La réponse est oui, puisque je ne suis en infraction, ma plaque ne sera pas éclairée la nuit. Les feux diurnes sont des feux qui s'allument automatiquement à l'allumage du véhicule, au démarrage, et leur utilité c'est de rendre le véhicule visible la journée, d'où le nom feu diurne. Alors les dispositifs réfléchissants, ce sont des catadioptres qui rendent le véhicule visible la nuit, qui augmentent sa visibilité en fait, et donc qui réfléchissent la lumière. Pour la partie essuie-glace, donc il faudra mettre le contact pour avoir de l'électricité. Ensuite on va utiliser le commodo droit, et on a plusieurs questions. Par exemple, mettre l'essuie-glace sur la position la plus rapide. Ce sera tout en bas ici. Mais on pourra aussi utiliser dans la vie courante plusieurs positions, notamment la position automatique, pardon. Donc c'est la première position qui va fonctionner avec le capteur. Et comme il pleut pas, il ne s'actionne pas, et en cas de pluie, l'essuie-glace se met en route tout seul. La deuxième position, c'est un balayage moyen. Et enfin, la troisième position qu'on a vue avant, balayage rapide. Pour faire fonctionner les essuie-glaces à l'arrière, on va utiliser la molette qui est au bout de la commande. Donc on va tourner une première fois pour un balayage intermittent. Il passe, il s'arrête, il passe, il s'arrête. Et on va tourner une deuxième fois pour un balayage continu, donc il ne s'arrête jamais. Pour faire fonctionner les gicleurs de lave-glace à l'avant, on va tirer la manette vers nous, ce qui actionne les essuie-glaces automatiquement. Et pour l'arrière, on va pousser la manette vers le tableau de bord, comme pour les feux de route, et maintenir en place. On va contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace. Donc pour cela, on va soulever le balai et contrôler qu'il n'y a pas de déchirure, qu'il n'est pas abîmé. Globalement, celui-ci est OK. Pareil avec le deuxième. Et on va aller aussi à l'arrière pour vérifier le dernier balai. Pareil, on soulève et on contrôle qu'il est en bon état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchirure. Voilà. Comment peut-on détecter leur usure en circulation? Tout simplement lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise quand on les utilise. Et enfin, on va indiquer où se situent les gicleurs de lave-glace. Donc on en a un de chaque côté, un ici, sous le capot, et un de l'autre côté. Concernant le régulateur et le limiteur de vitesse, pour les actionner et montrer leur fonctionnement, on va devoir mettre le contact, et on va trouver ici la commande qui nous permet de le sélectionner. Donc on appuie sur le bouton et on peut sélectionner ici le mode qui nous intéresse, régulateur, limiteur, ou alors on arrête. Le réglage se fera ici, on augmente ou on diminue. On peut vous demander de situer le klaxon du véhicule, mais sans l'actionner. Il est ici. On va maintenant vous présenter la partie ventilation du véhicule. C'est un peu spécifique parce qu'il y a des boutons qu'on doit appuyer, sur lesquels on doit appuyer, d'autres qui sont tactiles ici. Alors elle est assez bien faite, cette voiture, c'est sympa. On peut régler pas mal de choses. Donc déjà on va commencer par la barre de boutons ici. Ici on a la possibilité de régler le chauffage, l'air chaud, l'air froid, en augmentant ici. Ici on peut régler la force de ventilation, donc la puissance. Là c'est une petite fonction supplémentaire qui permet de mettre au max le désembuage avant. Ici on actionne le désembuage arrière, le dégivrage arrière. En cas de panne, on a une mauvaise visibilité à l'arrière. Ici on actionne le recyclage de l'air
Donc le recyclage de l'air nous permet d'éviter d'avoir de l'air extérieur pollué, par exemple comme dans un tunnel. Par contre, attention de ne pas le maintenir trop prolongé, sinon on risque d'avoir de la buée à l'intérieur du véhicule en cas de différence de température intérieure-extérieure. Ici, c'est l'air conditionné au maximum. Et enfin, cette commande permet de régler où est-ce qu'on va emmener l'air dans notre voiture, donc au pied, à la tête, sur le pare-brise, etc. À l'écran, on peut voir du coup ici la température qu'on sélectionnera avec cette commande ici. La puissance ici qu'on peut sélectionner avec cette commande ici. Un bouton tactile pour sélectionner l'air conditionné. Donc l'air conditionné est un bon moyen de désembuer par exemple, puisqu'il permet d'avoir un air sec. Siège chauffant, conducteur, passager, volant chauffant, c'est génial en hiver, mais ça consomme de l'électricité. Et ici, le voyant qui nous permet de contrôler où est-ce qu'on envoie l'air sur dans notre voiture. Voilà. Voilà, ici on a la commande de réglage de hauteur des feux. Donc on peut appuyer vers le bas ou vers le haut en fonction de si on veut monter ou descendre les feux. Et pourquoi par exemple régler la hauteur des feux? Tout simplement en cas de chargement à l'arrière, pour éviter que le véhicule qui est surélevé à l'avant éblouisse les gens, on va baisser la hauteur de ses feux. Alors, pour les voyants sur le tableau de bord, il va falloir jouer avec le démarrage du véhicule parce que les voyants vont s'éteindre à chaque fois qu'on va mettre le contact. Donc là, je mets le contact, hop, et mes voyants s'allument. Et donc, je peux montrer mon voyant qui m'intéresse à l'inspecteur, mais il va rapidement se couper. Donc, je recommence. Je coupe et je rallume. On va chercher les voyants qui nous intéressent. Donc, par exemple, le voyant de la batterie, le voyant du système de freinage. Il n'y a pas de voyant concernant l'huile moteur puisqu'il n'y a pas d'huile moteur dans cette voiture. Donc pour le voyant d'huile moteur, on a bien vu qu'il n'y en avait pas. Donc il n'y a pas de condition pour refaire les niveaux puisqu'on ne peut pas le remplir. Par contre, on aura bien des niveaux à faire sur les liquides de refroidissement, à faire à froid et à plat. Par contre, on a bien un voyant concernant la température du moteur, mais c'est surtout la température de la batterie ici qui va nous intéresser. Ici, température. On a bien le voyant concernant le système de freinage ici, donc comme quoi le frein à main est enclenché. Alors on peut se demander par exemple quelle peut être la conséquence de circuler avec un frein de parking mal desserré. Sur cette voiture c'est impossible, puisque au démarrage le frein à main est automatique, donc il s'enlève tout seul. On a vu les voyants rouges, maintenant on va voir les voyants orange. La différence entre les deux, c'est qu'un voyant rouge, c'est très important, il faut s'arrêter. Un voyant orange, c'est important, mais ne nécessite pas forcément de s'arrêter tout de suite. Pour les voyants orange, on va chercher surtout le voyant qui concerne la pression des pneumatiques ici. Concernant les pneumatiques, à quelle fréquence doit-on vérifier la pression? Eh bien, c'est tous les mois. Le voyant qu'il y a un problème moteur éventuellement, et l'ABS. Si l'on doit montrer l'indicateur du niveau de carburant, ici, ce sera le niveau de charge de la batterie qui se situe ici. Et il n'y a pas de précision concernant le remplissage, puisque la charge, il n'y a pas de précision sur les questions. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie? Eh bien, tout simplement l'utilisation d'accessoires électriques qui resteraient en fonctionnement, alors que la voiture n'est pas en circulation, et surtout que, comme c'est une voiture électrique, tout ce qui va utiliser de l'énergie va décharger la batterie, jusqu'à ce qu'elle soit rechargée. Quelle peut être la conséquence d'une température trop élevée du liquide de refroidissement? Eh bien, tout simplement une surchauffe du moteur. Donc un problème, soit une surchauffe de batterie, soit une surchauffe de l'habitacle. Pour indiquer le voyant qui montre que la ceinture du conducteur n'est pas attachée, on va pouvoir mettre le contact et venir vérifier au plafonnier que le voyant ici est allumé. On retrouve l'information ici concernant les ceintures et qui est attaché ou pas. Par contre, c'est pas le voyant officiel, donc l'inspecteur ne veut pas regarder ça, mais il veut qu'on lui montre le voyant au plafonnier. Et concernant l'installation des enfants, à quel âge un enfant peut-il être à l'avant? C'est à partir de 10 ans. Alors ensuite, on va vérifier la présence de plusieurs documents ou accessoires dans le véhicule. Pour cela, on va se diriger vers la boîte à gants et on va y trouver un gilet de haute visibilité. Ce gilet doit être porté avant de quitter le véhicule. On va y trouver un constat amiable et ce constat peut être envoyé dans les 5 jours qui suivent l'accident, 5 jours ouvrés, à l'assurance. On va également y trouver normalement les papiers du véhicule, donc ce qu'on appelle la carte grise ou le certificat d'immatriculation du véhicule. Avec le certificat d'immatriculation, on a 2 autres documents à présenter en cas de contrôle aux forces de l'ordre. C'est le permis de conduire et le procès verbal du contrôle technique. Et ici, on a l'éthylotest.
À partir de quel taux d'alcoolémie est-on en infraction en période probatoire? 0,2. Alors pour l'appui-tête, réglage de l'appui-tête, tout simplement on va trouver la possibilité de soulever comme ça l'appui-tête, et si on a besoin de le baisser, il faudra actionner un petit bouton qui se situe sur le côté là, on appuie et on peut baisser. On peut vous demander aussi de mettre la position nuit du rétroviseur intérieur. Et bien en fait tout simplement sur ce rétro dans cette voiture, c'est automatique. Il passera tout seul en mode nuit, il n'y a pas de manette. Après on peut vous demander aussi de mettre votre pare-soleil sur le côté. Donc il suffit de le déclipser, de le mettre ici et de le remettre en position et de le reclipser. Hop. Pour montrer les emplacements des systèmes Isofix, c'est juste ici. Dans le véhicule, les airbags se situent ici pour le conducteur, ici pour le passager. On va avoir des airbags latéraux dans le montant des portières aussi, qu'on peut indiquer de ce côté et de ce côté. Les airbags, c'est pratique pour tout le monde, mais parfois on a besoin de désactiver l'airbag côté passager, notamment pour mettre un bébé dos à la route. On va venir désactiver l'airbag côté passager, mais ça se situe ici, il faut ouvrir la portière passager et actionner la commande ici, donc mettre sur off pour désactiver l'airbag. Impossible de désactiver l'airbag côté conducteur bien sûr. Alors les pneumatiques maintenant. Alors pour les pneumatiques, on va avoir besoin de contrôler l'état du flanc du pneumatique. Donc le flanc c'est cette partie ici. On doit contrôler qu'il n'y a pas de hernie. Une hernie c'est une bulle d'air, une boule qui pousse, une pression d'air. Ni de déchirure causée par un trottoir par exemple. Ça c'est pour le flanc du pneu. Entre le flanc du pneu et la bande de roulement ici, on va trouver ce qu'on appelle un repère de témoin d'usure. Donc le repère du témoin, c'est ce petit symbole, soit ça, c'est écrit TWI, soit c'est un petit triangle ou autre chose. Et ça va nous indiquer tout simplement, en face du repère, où est le témoin d'usure du pneumatique, dans la rainure. Ce qui nous évite d'aller chercher partout. Et donc dans la rainure, on trouve le témoin d'usure, qui permet de vérifier l'usure du pneumatique. À quelle fréquence est-il préconisé de gonfler ces pneus? C'est préconisé tous les mois et il est préconisé également à chaud de rajouter 0,3 bar dans le pneumatique puisque l'air intérieur qui est chaud prend plus de place, donc c'est un calcul qui est faux du coup, et il faut rajouter 0,3. On a une dernière question de sécurité qui concerne les pneus, c'est l'aquaplaning. Qu'est-ce que c'est? L'aquaplaning, c'est le fait d'avoir une pellicule d'eau entre la route et mon pneumatique. Donc ça amène un risque de glissade en fait, on ne contrôle plus son pneu. Alors ça peut être lié à un effet naturel, comme ça peut être lié aussi à un sous-gonflage de mes pneus, d'où l'importance de bien les gonfler. On va avoir deux questions qui concernent la pression. Donc première question sur où est-ce qu'on peut trouver la pression préconisée pour les pneumatiques, qu'on peut trouver juste ici, donc dans la portière du conducteur. Ici, on va avoir deux colonnes et deux lignes. Donc première colonne, c'est pour les pneumatiques à l'avant, deuxième colonne pour les pneumatiques à l'arrière. La première ligne, c'est en marche normale, c'est-à-dire véhicule, un conducteur seul par exemple. Et la deuxième ligne, c'est véhicule chargé, départ en vacances, véhicule chargé. Et donc on va chercher la pression en barre qui est indiquée. Mais aussi dans la notice d'utilisation du véhicule. On va avoir d'autres questions qui concernent la fréquence de gonflage de mes pneus. C'est tous les mois, c'est préconisé tous les mois. C'est l'idéal qu'il y a des changements de température ou alors on peut être amené à effectuer des grands trajets, donc c'est bien tous les mois. Alors, concernant le coffre, on peut vous demander de vérifier l'ouverture et la bonne fermeture du coffre. Donc tout simplement, on va appuyer sur le petit bouton poussoir ici. Le coffre peut s'ouvrir, on referme et on tire simplement pour vérifier si c'est bien fermé, c'est OK. Dans le coffre, on va pouvoir venir chercher la présence du triangle de présignalisation qui se situe ici. Alors on a beaucoup de câbles, c'est les câbles pour recharger la voiture. Et on va pouvoir aussi trouver l'emplacement pour changer les ampoules à l'arrière du véhicule. Donc tout ce qui va être les feux de position, les clignotants, se situe ici et de l'autre côté.
ici. Concernant la plage arrière, on va avoir une question qui parle des objets qu'on pourrait y mettre. Alors, effectivement, il faut éviter d'y déposer des objets qui pourraient se transformer en projectiles dangereux. Donc à éviter, tous les objets doivent être posés plutôt au sol dans la voiture. Alors pour l'ouverture du capot, que ce soit pour simplement vérifier l'ouverture et la fermeture du capot, ou bien pour aller effectuer une vérification sous le capot, on va devoir donc actionner la manette qui est ici pour désenclencher l'ouverture capot. Voilà. Mais il y a une sécurité qui évite l'ouverture du capot accidentelle. Il va falloir désenclencher ici. Donc le mieux c'est de se baisser, se mettre accroupi pour chercher, c'est plus facile. On soulève un petit peu et là on va trouver une petite manette qui est là, qu'on va soulever, voilà, tac. On va bien mettre la petite tige de sécurité qui soutient le capot ici, donc un carré ici, dans le carré ici, juste à ce niveau-là, voilà. Et on va donc pouvoir procéder à notre vérification. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, on va voir là tout ce qu'il y a sous le capot. Pour une meilleure mémorisation, on va procéder de la gauche vers la droite et on va bien noter que sur cette voiture, il n'y a pas de réservoir d'huile puisque c'est une voiture électrique. Donc on a une batterie électrique, on n'a pas de moteur classique. On a dans un premier temps le réservoir de liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement qui sert à refroidir la batterie du véhicule, donc le moteur. On va pouvoir vérifier par transparence le niveau. On a un maximum et un minimum. Voilà, ça on peut faire la vérification par transparence. Et si jamais on a un manque de liquide de refroidissement, tout simplement on a un risque de surchauffe de la batterie. Et si on a besoin de remplir, on ouvre le bouchon, on remplit. Par contre il y a des conditions, c'est à froid sur un terrain plat. On a un deuxième réservoir de liquide de refroidissement, mais qu'on pourra ne pas montrer à l'inspecteur. Mais pour que vous sachiez, voilà, c'est un réservoir de liquide de refroidissement qui sert à refroidir l'habitacle du véhicule, tout le système électrique qui est à l'intérieur du véhicule. On va avoir le réservoir de liquide lave-glace. Donc il n'y a pas de transparence pour le minimum et le maximum. Quand il n'y en a plus, on en remet. Par contre, les précautions à prendre en hiver, c'est d'utiliser un lave-glace anti-gel. Okay, en cas de manque de lave-glace, on pourrait avoir un problème de visibilité lié à non-nettoyage du pare-brise. Ensuite, on va avoir en face du conducteur, au niveau de ses freins, le liquide de frein, donc le bocal de liquide de frein. On va pouvoir voir par transparence, maximum, minimum, si on est à bon niveau. S'il y a un problème de niveau, on pourrait avoir un problème de freinage, donc freinage qui serait partiel ou en tout cas plus de frein peut-être. Et si on doit remplir ce liquide, alors dans ce cas-là, on va aller chez un garagiste. Et enfin, on aura la batterie, donc plus et moins. Si on doit recharger une batterie, par exemple, on peut prendre une voiture en parallèle avec des pinces, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Et sinon, la deuxième solution, c'est de changer tout simplement la batterie en rachetant une toute neuve. Pour finir, sur le capot, on va avoir l'emplacement pour changer une ampoule à l'avant qui se situe ici et de l'autre côté à ce niveau-là. Alors c'est très compliqué de changer une ampoule aujourd'hui sur les véhicules, mais on peut savoir au moins où ça se situe pour l'indiquer à l'inspecteur. Voilà. Je vais refermer mon capot, donc pour cela je le soutiens, j'enlève la tige, je la refixe et je viens lâcher mon capot à peu près à cette hauteur-là, 10-15 cm. Voilà. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première vidéo concernant les vérifications et les commandes d'un véhicule R5 électrique. Elle vous a été proposée par ECF Colmar. À bientôt.